Tu vas voir le coup. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire sur la réforme des retraites. Donc j'espère que vous me voyez bien, que vous m'entendez bien. Alors avant de démarrer ce webinaire, donc je vais environ parler pendant une quarantaine de minutes. Et puis si vous avez des questions, donc je répondrai à vos questions, mais à la fin de ce webinaire. Et bien évidemment, comme vous êtes très nombreux aujourd'hui, je sélectionnerai les questions et je ne répondrai pas, bien évidemment, à toutes les questions dites très personnelles, en fait, sur le départ à la retraite et la réforme des retraites. Alors, dans un premier temps, donc, je vais tout d'abord me présenter et présenter la société pour laquelle je travaille, qui est la société Gérézo. Alors, donc, pardon, je suis allée un petit peu trop vite, excusez-moi. Alors, Gérézo donc, est un organisme de formation sur les domaines notamment de la retraite et de la protection sociale. Et moi, je m'appelle donc Nadine Ego et je suis consultante formatrice en retraite et en protection sociale. Et donc, j'anime des formations inter et sur mesure sur le domaine des retraites, notamment comment préparer sa retraite et tout ce qui concerne l'actualité retraite. Je réalise également des missions de conseil, donc des bilans retraite, pour ceux qui ont besoin d'être accompagnés. Et donc, je participe également à l'édition au travers d'ouvrages, donc de manuels pratiques sur la retraite, qui sont des manuels juridiques, puisque comme vous le savez, la retraite, c'est un sujet qui reste aujourd'hui assez complexe. Alors, dans un premier temps, je vais vous présenter le programme, c'est-à-dire, bien évidemment, je ne verrai pas toute la réforme, enfin tout le projet de réforme, mais je verrai certaines thématiques qui me semblaient intéressantes, et notamment autour de l'âge de la retraite. Alors, ce webinaire, bien évidemment, sera disponible à partir de demain en replay, y compris avec le diaporama que je vais vous projeter. Alors, donc, premier point que nous allons voir ensemble, c'est le calendrier de la réforme, pour savoir où on en est aujourd'hui et à quelle date devrait s'appliquer cette réforme si elle a lieu. L'âge de la retraite, alors je le précise, on va parler de la retraite des salariés du secteur privé. Vous savez que cette réforme de retraite potentielle concerne l'ensemble des régimes de retraite, mais moi je vais me focaliser sur les salariés du secteur privé. Je verrai donc les 4 départs anticipés qui sont assez complexes. Donc, je vais, dans la mesure du possible, essayer de vous simplifier la règle, même si les règles demeurent assez complexes. Ensuite, je ferai un zoom sur la retraite progressive, qui est un dispositif qui existe déjà aujourd'hui et qui pourrait être rénové, amélioré dans le cadre de cette réforme. Et dernier point qui sera abordé, c'est la thématique du cumul emploi-retraite, c'est-à-dire, une fois que mes droits sont liquidés, est-ce que j'ai la possibilité de retravailler? Et si oui, dans quelles conditions? Donc là aussi, on verra qu'avec le projet de réforme, potentiellement, les conditions de cumul emploi-retraite devraient s'améliorer. Donc voilà pour les sujets qu'on va aborder dans l'heure qui suit. Alors, première chose, donc on va parler du calendrier. Donc le calendrier à venir et le calendrier en cours. Donc vous savez qu'actuellement, le projet de réforme est toujours en cours de discussion. Donc là, nous sommes le 2 mars et au plus tard, pour le 26 mars, si effectivement on n'a pas réussi à sortir un projet où des choses se dégagent de manière ferme, eh bien le gouvernement pourra prendre une ordonnance pour mettre en œuvre sa réforme. C'est-à-dire qu'on en saura un petit peu plus à partir du 26 mars. La loi, si elle est votée, devrait être adoptée. Alors, on nous parle de l'été, donc début de l'été. Donc, le début de l'été, normalement, c'est au mois de juin. Mais pour une application, de toute façon, à date d'effet du 1er septembre 2023. Donc, voilà un petit peu pour le calendrier
actuelle. Donc, je pense que comme moi, vous lisez la presse et tous les jours, il peut y avoir des changements. Donc, tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ce ne sont que des hypothèses, tout en sachant qu'il va y avoir des ajustements. Et cette loi, qui est quand même une loi assez complexe, et je dirais que le diable se cache dans les détails, c'est-à-dire que chaque situation est différente. Donc, c'est un peu compliqué. Je ne sais pas si tout le monde s'y retrouve dans la médiatisation de ce sujet, qui même pour moi qui travaille, en fait, ça fait 34 ans que je travaille dans le domaine de retraite, il y a toujours des détails et des choses qui sont assez complexes. Donc, premier point que nous allons voir ensemble. Donc, d'abord, je vais refaire le point sur ce qu'est la retraite. Pour comprendre une réforme, il faut aussi savoir ce qu'il y avait avant. Donc, la première question, c'est: je suis salarié d'un secteur privé. Donc, quand je suis salarié du secteur privé, je vais avoir une retraite de base, qui est la retraite sécurité sociale, qui sera servie donc, au moment où mes droits seront ouverts par la CARSAT si j'habite en région et par la CNAV si je réside en Île-de-France. Donc, ça veut dire que le futur retraité, son interlocuteur pour sa retraite de base, ce sera la CARSAT ou la CNAV. Cette retraite, donc la réforme en cours, elle concerne ce régime de base. Cette retraite de base, elle constitue une partie du montant de la retraite, mais va s'additionner une retraite complémentaire qui est gérée par l'Agirc-Arrco. Et là, attention, pour bien comprendre le projet de réforme, l'Agirc-Arrco, c'est un régime qui est paritaire. Donc, paritaire, ça veut dire que ce sont les partenaires sociaux, donc les syndicats de salariés et les représentants des employeurs, qui négocient ce régime de retraite complémentaire. Donc, ce régime de retraite complémentaire, il a été réformé en 2019 avec une fusion déjà entre le régime des cadres et des non-cadres. C'est pour ça qu'on parle du nouveau régime Agirc-Arrco. Donc, l'Agirc-Arrco, c'est le nom d'un régime, mais l'organisme qui paiera la pension, c'est un groupe de protection sociale, qui peut s'appeler, les noms vont peut-être vous dire quelque chose, Malakoff Humanis, ProBTP, Clésia, AG2R, La Mondiale. Donc, ce qu'il faut bien comprendre dans le cadre de ce projet de réforme, c'est que pour l'instant, alors, si réforme il y a, eh bien, une fois que cette réforme du régime de base sera entérinée, eh bien, les partenaires sociaux auront peut-être aussi besoin d'adapter la complémentaire à la réforme du régime de base. Et notamment sur un point qui s'applique actuellement. Actuellement, lorsqu'un salarié du privé liquide à taux plein, donc on verra ce que ça veut dire tout à l'heure, eh bien, à l'Agirc-Arrco vont lui mettre une minoration de 10% les 3 premières années de sa retraite. Donc, il se peut que cette minoration, elle n'existe plus, elle soit différente. Donc, vous voyez, on est sur une première phase, sur une réforme du régime de base, mais qui peut avoir des conséquences sur la retraite complémentaire. Et le salarié au global, ce qui l'intéresse, c'est quand et combien il va percevoir par sa retraite de base et combien il va percevoir sur sa retraite complémentaire. Ça, c'est le premier point, mais c'est vrai qu'il faut vraiment bien voir qu'il y a des enjeux ensuite sur l'Agirc-Arrco. Alors, au niveau de la retraite de base, donc la retraite de base, si on parle de l'âge, la première question qu'on se pose finalement, c'est à quel âge je peux liquider ma retraite? Alors, actuellement, on parle d'une date d'ouverture de droit ou d'âge légal de retraite. Donc, le salarié, la première question qui se pose, c'est à quel âge je peux partir? Et on parle de retraite aussi à taux plein. À taux plein, ça veut dire avec un taux de 50% sans décote. Si je veux bénéficier actuellement d'une retraite à taux plein, je dois avoir l'âge minimum qui est fixé à 62 ans. Et c'est là où, effectivement, on a un projet de passage à 64 ans. Ensuite, il existe un autre âge que l'on appelle l'âge du taux plein, où je vais avoir une retraite sans décote automatiquement à l'âge de 67 ans. Donc, actuellement, on a 2 bornes, 62, 67. Demain, avec le projet de réforme, on aurait
une nouvelle borne de 62 qui passe à 64, mais l'âge du taux plein, lui, reste sans changement à l'âge de 67 ans. Alors aujourd'hui, ce qui est assez déjà complexe, c'est qu'on va avoir une retraite de base à 62 ans à condition d'avoir des trimestres. Donc là, je vais vous expliquer ce qu'il y a aujourd'hui et de voir finalement ce qu'il peut y avoir demain en matière d'âge de retraite. Donc, soit je pars à l'âge minimum, si je veux une retraite à taux plein, il me faut 260 à 172 trimestres. Donc, je vais revenir sur ce calendrier actuel. Ensuite, donc, je retrouve l'âge du taux plein, 67 ans. Et après, ce qui complique un petit peu les choses, ce sont les cas particuliers. Donc, premier cas particulier, actuellement, je peux partir à 62 ans, même si je n'ai pas mon nombre de trimestres, dès lors que j'ai une retraite dite pour inaptitude au travail. Alors, qu'est-ce qu'une retraite pour inaptitude? Alors, on va avoir deux situations. Des personnes qui sont en situation de pension d'invalidité sécurité sociale, donc on parle d'invalides première, deuxième ou troisième catégorie, donc ont un problème de santé, qui ont donc une pension. Et actuellement, ces personnes-là peuvent partir à 62 ans, à taux plein, sans décote. Vous avez également des personnes qui ne sont pas titulaires d'une pension d'invalidité sécurité sociale. S'ils ont un problème de santé, donc relativement grave, ils peuvent déposer auprès de la sécurité sociale une retraite dite pour inaptitude au travail. Alors, une retraite dite pour inaptitude au travail, eh bien, ce sont des personnes qui ont des problèmes de santé. C'est le médecin conseil de la caisse de retraite qui décidera si oui ou non ils remplissent les conditions. Mais pour le vérifier, on va avoir un dossier à monter par le médecin traitant et par le médecin du travail qui donneront des avis. Donc actuellement, il existe une retraite où on peut partir à 62 ans au titre d'inaptitude. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que vous allez voir tout à l'heure que dans le projet de réforme, on va retrouver aussi cette retraite pour inaptitude et elle restera fixée à 62 ans, même si l'âge minimum est relevé. Après, à 62 ans, on a un deuxième cas particulier qui est pas connu du tout, qui s'appelle la retraite pour mère de famille ouvrière. Alors, je ne vais pas le développer parce que moi, dans ma carrière sur le conseil et la formation, j'ai rarement vu des dossiers. Alors, ce sont des femmes qui ont eu 3 enfants, qui ont exercé un travail manuel ouvrier pendant plus de 5 ans au cours des dernières années et qui pourront partir, là aussi, à 62 ans. Ensuite, actuellement, nous avons également des cas de départ anticipés avant l'âge légal, donc avant 62 ans. Alors, on a les carrières longues. Donc, carrière longue, ça veut dire que j'ai commencé à travailler tôt, donc je peux partir plus tôt. Si je prends les textes actuels, les carrières longues, potentiellement, aujourd'hui, on peut partir à partir de 58 ans. Il y a très peu de dossiers de départ à 58 ans parce qu'il faut avoir commencé à travailler avant l'âge de 16 ans et avoir au moins 5 trimestres validés avant la fin de l'année des 16 ans. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, du fait du relèvement de l'âge de la scolarité obligatoire, on n'en a quasiment plus. Donc la majorité des carrières longues, aujourd'hui, se situe plutôt à partir de 60 ans. Donc 60 au lieu de 62 ans. Vous avez également aujourd'hui une retraite au titre du handicap, où on peut partir avec des conditions qui sont très restrictives à partir de l'âge de 55 ans, mais sous condition. Donc, vous allez voir tout à l'heure que dans le projet de réforme, la retraite au titre du handicap est maintenue, mais avec des conditions un petit peu différentes. Donc, j'ai préparé des diapositives, en fait, sur ces thématiques. Il existe également une retraite dite au titre de l'incapacité permanente, où on peut partir dès 60 ans. Alors, cela concerne des personnes qui vont avoir une rente liée à un accident de travail ou une maladie professionnelle. Et en fonction du taux qui a été fixé par la sécurité sociale, que l'on appelle le taux d'incapacité permanente,
ils pourront éventuellement partir à 60 ans. Donc, cette partie-là, là aussi, vous allez voir, elle va être, enfin, si la réforme a lieu, elle est modifiée. Et puis, le dernier cas de départ de retraite anticipé, avant l'âge de 62 ans, c'est le compte C2P. Alors, le compte C2P, il est plus connu sous le nom de compte pénibilité. D'accord? Alors, au début, alors ça veut dire compte professionnel de prévention. Donc, actuellement, certains salariés du privé bénéficient d'un compte parce qu'ils ont un travail pénible. Alors, aujourd'hui, les critères sont assez restrictifs, c'est-à-dire que majoritairement, ce sont des personnes qui travaillent la nuit ou en équipe successive. Alors, on a d'autres critères, mais comme le travail en milieu hyperbare, mais qui est beaucoup moins fréquent. Et donc, ils vont avoir des points sur leur compte pénibilité. Et en fonction du nombre de points qu'ils vont obtenir, au bout d'un certain nombre de points, ça leur permettra de partir à la retraite avant l'âge de 62 ans et au plus tôt à l'âge de 60 ans. Donc, vous voyez, si je résume, actuellement, si on me demande quel est l'âge de la retraite dans le secteur privé, la question, elle est très difficile. Est-ce qu'on parle de l'âge du taux plein automatique à 67 ans? Est-ce qu'on parle de l'âge minimum d'ouverture de droit? Et il ne faut pas oublier tous ces cas particuliers. Et les cas particuliers peuvent au total représenter actuellement plus de 25% des départs anticipés. Mais il faut remplir les conditions. Alors, demain, si je prends le projet de réforme, donc je vais avoir un âge minimum de retraite, un âge légal ou âge d'ouverture de droit, qui passerait progressivement de 62 à 64 ans, à condition d'avoir un nombre de trimestres, et ce nombre de trimestres, en fait, va être accéléré. L'âge du taux plein reste fixé à 67 ans, et je me retrouve, vous voyez, avec des cas particuliers. Alors, je vais avoir des cas particuliers, vous allez voir, à 62 ans, c'est-à-dire que la retraite pour inaptitude, elle reste à 62. L'incapacité permanente, c'est-à-dire les personnes qui ont été victimes d'accidents de travail, une maladie professionnelle, sous condition, partiraient, je ne sais pas si je dis roueraient, à 62 ans. Et ensuite, je me retrouve avec des cas de départ anticipés, mais par rapport à l'âge de 64 ans, pour les carrières longues, pour le handicap et au titre du compte C2P. Alors, pour les carrières longues, je vais y revenir. En théorie, il n'y a pas d'âge minimum, mais il faudra remplir de toute façon un certain nombre de trimestres. Pour le handicap, on reste fixé à l'âge de 55 ans. Et pour le compte C2P, on passe à 62 ans, finalement, au lieu de 60 ans aujourd'hui. Et le compte C2P, là aussi, il va y avoir des améliorations sur ce compte. Alors, pour comprendre cette réforme, alors déjà, donc là, vous avez un tableau. La réforme, en fait, proposée, j'ai une période, on va dire transitoire. Transitoire, c'est-à-dire que brutalement, on ne passe pas de 62 à 64 ans. Donc, la période transitoire, actuellement, on a fixé un calendrier. Donc, ce calendrier s'appliquerait pour les personnes nées à partir du 1er septembre 1961. Et vous voyez, progressivement, on augmente de un trimestre par année de naissance. À côté, vous avez donc le nombre de trimestres requis actuellement pour bénéficier d'une retraite à taux plein. Et vous voyez, ce calendrier s'accélère. Donc là, à côté, vous voyez que le nombre de trimestres demandés par rapport à l'année de naissance, il augmente plus ou moins. Donc, il y a des générations pour lesquelles ça augmente plus vite, puisque les salariés nés en 65, 66, là, ils se retrouvent avec plus 3 trimestres par rapport à aujourd'hui. Donc, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'en matière de retraite, il y a 2 bornes. Il y a l'âge et les trimestres. Alors, maintenant, pour comprendre le système actuel. Alors déjà, la première chose,
vous allez voir que le gouvernement a mis en place un simulateur sur l'âge de la retraite. Alors, si vous voulez déjà, pour vous, pour accompagner vos futurs retraités, avoir un minimum d'informations, alors la première chose, c'est qu'il faut connaître le site l'assurance-retraite.fr. Bon. Alors, la première chose à faire en matière de retraite, pour savoir où on en est, finalement, c'est de créer son compte retraite. Quel que soit votre âge, on a tous la possibilité de créer son compte retraite. Ce compte retraite, alors moi, je vous invite maintenant, à chaque fois que vous vous connectez sur des données administratives qui vous concernent, je vous conseille toujours d'utiliser le portail France Connect, qui vous permettra d'avoir un seul identifiant et un seul mot de passe pour toutes vos démarches. Donc là, quand vous arrivez sur votre compte l'assurance retraite, vous avez la possibilité de récupérer votre relevé de carrière. Donc là, vous allez sur le premier onglet « Consulter mon relevé de carrière » et là, vous allez retrouver le relevé de carrière de la retraite de base. Et ce relevé de carrière, si on veut comprendre notamment aujourd'hui les carrières longues, c'est le seul document finalement qui pourra vous déterminer quel est le nombre de trimestres cotisés. Parce que vous allez voir tout à l'heure, je vais vous parler de trimestres validés et de trimestres cotisés. Donc, il faut absolument déjà regarder ce relevé de carrière. Le deuxième onglet, c'est le relevé de carrière tout régime. Donc là, vous avez le relevé de carrière du régime général, plus le relevé de points. Le relevé de points, donc, Agir Carco, puisque l'Agir Carco, c'est un régime en points. Alors ensuite, il y a d'autres onglets, donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les onglets. Alors, vous en avez un qui me semble intéressant, c'est estimer le montant de ma retraite, Marel. Alors, Marel, ça veut dire ma retraite en ligne. Marel, c'est un simulateur de droit à la retraite qui vous permet d'estimer votre date de départ et le montant de votre retraite. Alors, attention, parce que les dernières semaines, moi, je vais régulièrement sur ces sites et puis il y a des moments, c'est bloqué. Bon, j'y suis allée il y a la semaine dernière, le site n'était pas bloqué. J'y suis allée hier, c'était bloqué. Donc, vous voyez, je ne peux pas vous dire s'il va se débloquer ou pas. Simplement, l'estimation qu'on vous fait, si vous arrivez à la faire, c'est sur la loi actuelle. D'accord ? On ne communique pas là sur le projet de loi. Mais c'est bien de savoir finalement aussi de se dire, avant, il y avait quoi et demain, j'ai quoi avec le projet de réforme. Alors, il y a un onglet aussi, par exemple, qui s'appelle « Prendre un rendez-vous ». Je pense qu'en ce moment, si vous essayez de prendre un rendez-vous avec votre caisse de retraite, ça va être un peu compliqué parce qu'ils vont avoir du mal à vous répondre sur l'âge de la retraite et les conditions pour en bénéficier. Donc là, c'est vrai qu'il faut le surveiller, regarder, parce qu'il y a des mises à jour à peu près tous les jours. Et ensuite, ils ont mis en place, vous verrez, un truc qui s'appelle « Mon simulateur réforme des retraites ». Donc là, vous n'êtes pas obligé de rentrer dans votre compte retraite, mais vous pouvez déjà aller sur ce simulateur. Donc, vous rentrez votre date de naissance. Vous mettez si vous êtes un homme, une femme, si vous êtes proche de la retraite, loin de la retraite. Et à un moment donné, vous allez voir, il va vous demander combien vous avez de trimestres cotisés sur votre relevé de carrière. Donc, effectivement, si vous n'avez pas votre relevé de carrière, vous aurez du mal à savoir combien vous avez de trimestres cotisés. Et là, il va vous sortir un résultat en disant, en fonction de la réforme, vous pourriez partir à la retraite à tel âge. Alors, bien évidemment, j'ai remis ce qu'ils ont mis sur le site de l'assurance retraite. Seules les principales mesures du projet de loi figurent dans le simulateur. Les résultats donnés sont donnés à titre indicatif et pourront s'ajuster en fonction de l'évolution des textes proposés. D'accord ? C'est-à-dire ce simulateur, c'est pour se donner une idée, mais on ne peut pas le prendre pour l'argent comptant. Et dans certains dossiers, c'est assez complexe quand même. Donc, c'est vrai que pour comprendre la retraite, il faut déjà savoir où j'en suis, parce qu'il y a beaucoup, je trouve, aujourd'hui de confusion. Alors, maintenant, si je parle des carrières longues. Alors, je vais essayer de parler des carrières longues de manière simple, tout en sachant que c'est un sujet, finalement, qui est hyper compliqué. Donc, il y a beaucoup de gens qui se disent, moi, finalement, j'ai commencé jeune, donc je vais peut-être pouvoir partir plus tôt. Donc, dans le projet de réforme, on va avoir 4 bornes. J'ai commencé à travailler avant 16 ans, avant 18 ans,
avant 20 ans ou avant 21 ans. D'accord? Bon. Ce qu'il faut comprendre pour les carrières longues, c'est que tout d'abord, il y a deux conditions à remplir. Justifier d'un nombre de trimestres suffisant avant la fin de l'année de vos 16 ans, vos 18 ans, vos 21 ans. Donc là, il vous faut 5 trimestres, sauf si vous êtes né au cours du dernier trimestre, il suffit d'en avoir 4. Et après, il faudra réunir un nombre de trimestres cotisés. Et donc, ce nombre de trimestres cotisés, si je reviens un petit peu en arrière, hop, ça va dépendre de ma date de naissance. D'accord? Donc, on va dire, ben moi, par exemple, je suis née en 66. J'ai commencé à travailler avant l'âge de 21 ans. Mais pour pouvoir partir en carrière longue, il me faudra de toute façon mes 172 trimestres. D'accord? Donc, en fonction de votre date de naissance, vous voyez bien que le nombre de trimestres requis n'est pas le même pour tout le monde. Donc, je reviens. Donc, la complexité aussi, c'est que pour ceux qui ont commencé à travailler avant 16 ans ou avant 18 ans, on va prendre le nombre de trimestres requis pour le taux plein. Donc, exemple, je suis née en 68, il me faut 172 trimestres. Eh bien là, on va majorer d'une année. Donc, au lieu de 172, il me faudra 176 trimestres. La difficulté des carrières longues, c'est de savoir ce qu'on entend par trimestre cotisé. Donc là, je ne peux pas voir le détail de tous les trimestres. Cotisé, ça veut dire que vous avez travaillé et vous avez validé des trimestres en fonction de vos salaires. Et puis, on va rajouter certaines périodes comme 4 trimestres de chômage, 4 trimestres de service national, 4 trimestres de maladie. Et dans le projet de réforme, ce qu'ils vont rajouter, c'est une nature de trimestre qui est assez peu connue, qui s'appelle l'assurance vieillesse des parents au foyer. Alors, en 2 mots, ça veut dire quoi? Lorsque, alors, ce sont principalement des femmes, mais je peux avoir des hommes et des femmes. Ce sont arrêtés de travailler pour élever leurs enfants, par exemple, dans le cadre d'un congé parental. La CAF leur a payé des trimestres. Et donc, sur le relevé de carrière, il y aura un code assurance vieillesse des parents au foyer. Alors là, on nous dit, pour les carrières longues, pour ne pas pénaliser les femmes qui se sont un petit peu arrêtées de travailler, on considérera que ces périodes-là ont été cotisées par elles-mêmes. Et vous voyez, là, déjà, j'espère que je ne vous ai pas perdu parce que ça devient très technique. Donc, ça veut dire que savoir si on est carrière longue, c'est assez complexe. Actuellement, de toute façon, pour savoir si on est carrière longue, même avant la réforme, il y a un document officiel à demander à la CARSAT et à la CNAM. D'accord? Tant qu'on n'a pas ce document officiel, on ne sait pas exactement si on est carrière longue. Donc, en ce moment, n'essayez pas de le demander parce que de toute façon, si vous êtes dans la réforme, on ne peut pas le savoir. Mais du coup, vous voyez, il va falloir un certain temps quand même. Il faut d'abord que les trimestres, votre relevé de carrière soit à jour. S'il y a une réforme, que la réforme soit votée pour savoir effectivement dans quelles conditions je partirai exactement. Donc, voilà pour les carrières longues. Ensuite, on a une retraite au titre du handicap, donc qui existe aujourd'hui. Donc là, il y a 2 conditions. On peut partir avant l'âge de 62 ans actuellement, donc demain 64 ans, dès lors que je suis handicapée au moins 50% et depuis un certain nombre d'années. Donc là, je vous ai mis un petit exemple. Par exemple, quelqu'un qui est né en 68, il lui faut 172 trimestres. S'il veut partir à 55 ans, il faudra qu'il ait 112 trimestres cotisés, donc 28 ans, et 28 ans de handicap. D'accord? C'est-à-dire qu'il doit y avoir un cumul entre le handicap et les périodes cotisées. Donc finalement, il n'y en a pas beaucoup qui remplissent les conditions, sauf les personnes qui ont des handicaps lourds et puis souvent des handicaps de naissance ou très anciens. Donc ça, c'est la retraite au titre du handicap. Ensuite, on a la retraite, souvenez-vous, au titre de l'incapacité permanente. Donc aujourd'hui, au lieu de partir à 62 ans, je peux partir à 60 ans. Si j'ai été victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle. Aujourd'hui, il faut un taux minimum de 20%, sans condition pour les maladies professionnelles. Et pour les accidents de travail et les taux inférieurs à 10, il y a des conditions à remplir. Et notamment pour les maladies professionnelles, il faut justifier d'une exposition à un risque pendant 17 ans. Et c'est là où le projet de réforme est un peu plus favorable, puisqu'on va assouplir les conditions de départ.
Alors, j'ai mis en bas, dans le projet de réforme, de toute façon, il y aura une information qui sera transmise aux personnes concernées pour savoir si elles peuvent partir. Et là aussi, ça permet de partir à 60. Alors aujourd'hui, c'est 60 au lieu de 62, mais demain, c'est 62 au lieu de 64. Le compte C2P, donc lui, il va être redéfini, c'est-à-dire qu'il va y avoir plus de personnes qui vont rentrer dans le compte C2P et il permettra éventuellement de partir 2 ans avant l'âge. Alors là, c'est assez complexe, c'est-à-dire que chaque année d'exposition à un risque professionnel donne des points. Donc, par exemple, aujourd'hui, 1 an de travail pénible, c'est 4 points. Au bout de 10 points, vous gagnez un trimestre. Donc, le maximum, c'est 8 trimestres. Alors, 8 trimestres, ça fait 2 ans. Donc, si l'âge légal, c'est 64 ans, ben, je peux partir à 62 ans. Mais pour partir à 62 ans, il me faudra donc 80 points sur mon compte. Donc, 80 points, ça fait 20 ans de travail pénible. Donc là, ils vont revoir le mode d'acquisition des points, les seuils de déclenchement de la pénibilité et rajouter éventuellement d'autres critères. Et vous voyez, là aussi, on est sur des situations hyper techniques, hyper particulières. Pour inaptitude, donc elle va continuer à exister, mais là, on reste, vous voyez, sur l'âge de 62 ans. Alors, comment détecter aussi les problèmes de santé des futurs retraités? Eh bien, on va mettre en place une visite médicale obligatoire. Alors, dans le projet, c'est à 61 ans, mais pour justement se dire, cette personne, elle a 61 ans, elle a des problèmes de santé, est-ce qu'elle pourra partir à 62 ans au titre de l'inaptitude? Synthétise ce que je viens de dire. Eh bien, je vais avoir un âge d'ouverture de droit qui passe de 62 à 64. Le nombre de trimestres qui augmente, le taux plein, l'âge du taux plein ne change pas. Et vous voyez, après, j'ai mes 4 départs anticipés dont je viens vous parler, mais les bornes d'âge, en fait, vont être modifiées. Donc, voilà ce que je voulais vous dire en ce qui concerne l'âge. Donc, vous voyez, l'âge, c'est quand même le sujet du projet de réforme et c'est quand même le sujet le plus complexe. Alors, 2 points que je voulais évoquer avec vous pour continuer ce webinaire, c'est la retraite progressive. Alors, la retraite progressive, c'est un dispositif qui existe aujourd'hui depuis de très nombreuses années en réalité, puisque ça existe depuis 1988, mais il a été rénové en 2015. Alors aujourd'hui, l'âge légal, c'est 62. 2 ans avant l'âge légal, donc à 60 ans, si je travaille à temps partiel, entre 40 ou 80%, et que je justifie de 150 trimestres, alors quand on dit 150 trimestres, c'est tout régime confondu, tout trimestre confondu. Je vais pouvoir travailler à temps partiel et commencer à percevoir une partie de ma retraite. Alors, si par exemple je travaille à 60%, je vais percevoir 40% de ma retraite de base et 40% de ma retraite complémentaire. OK ? L'intérêt de la retraite progressive, c'est que je vais continuer mon activité et donc je vais continuer à me générer des trimestres et des points. OK ? Puis une fois que je décide de m'arrêter totalement de travailler, je recalcule ma retraite. Alors, c'est un dispositif que moi je trouve très intéressant. On a quand même plusieurs problèmes. D'abord, il y a plein de salariés qui ne le connaissent pas. Et puis, il y a des entreprises qui ne sont pas forcément favorables au passage à temps partiel en fin de carrière. Et c'est là où vous allez voir que la loi, s'il y a une réforme, évolue. Alors, aujourd'hui, il y a un truc quand même qui est important. Depuis l'année dernière, depuis 2022, la retraite progressive est ouverte aux cadres en forfait jour réduit. C'est-à-dire qu'au début, on parlait de temps partiel. Et donc, les cadres en forfait jour qui décidaient de réduire leur temps de travail, par exemple, de 20%, ne pouvaient pas bénéficier de la retraite progressive. Aujourd'hui, ils le peuvent. Une petite parenthèse, actuellement, les fonctionnaires n'ont pas la retraite progressive non plus. Donc, ce dispositif, puisqu'il va falloir travailler plus tard, eh bien, il va être modifié. Et si je prends donc le projet de réforme, donc là, on parle d'ouverture de la retraite progressive 2 ans avant l'âge légal. Donc, ça veut dire que si votre âge légal, c'est 64,
vous pouvez démarrer à 62. Si votre âge légal, c'est 63, eh bien, vous pouvez partir à 61. Donc, vous voyez, on décale là aussi les bornes d'âge. On reste sur une activité à temps partiel ou à temps réduit. Il faut toujours 150 trimestres. Mais la nouveauté dans le dispositif, c'est qu'actuellement, un salarié qui demande une retraite progressive, l'employeur n'est pas obligé d'accepter. Demain, l'employeur ne pourra pas s'y opposer, sauf si la durée du travail est incompatible avec l'activité économique de l'entreprise. D'accord? Donc, ça veut dire ce que le législateur voudrait faire, c'est favoriser ces dispositifs de temps partiel en fin de carrière. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en parallèle, notamment dans les grandes entreprises, il peut y avoir, et il y en a déjà aujourd'hui, des accords d'entreprise qui favorisent ce passage à temps partiel. Ça peut être des mesures, par exemple, pouvoir cotiser sur un salaire à temps plein quand je suis à temps partiel. Être travailler à 50%, être payé à 60%. Mais ça fait partie de la négociation. C'est-à-dire que la retraite progressive, c'est un cadre légal, ouvert à tous, mais les modalités sont à fixer entreprise par entreprise. Et donc, il y a des entreprises aujourd'hui qui ne veulent pas de retraite progressive. OK ? Donc, ça permet d'avoir une transition, c'est-à-dire que je peux très bien dire, pendant un an, je me mets à 80%, puis l'année d'après, je me mets à 60%. Un point très important aussi, parce qu'aujourd'hui, il y en a qui pourraient en bénéficier et qui n'en bénéficient pas. Si vous avez 60 ans et 150 trimestres, que vous relevez bien du régime général et de l'Agirc-Arrco, si vous étiez déjà à temps partiel, vous n'avez pas besoin de modifier votre temps de travail. Il faut juste penser à faire sa demande de retraite progressive. D'accord ? Donc, je pense que ça, c'est un dispositif qui a de l'avenir sur la transition fin de carrière, retraite. Alors, on peut démarrer à 60 ans aujourd'hui, donc demain, ce sera 62, mais il n'y a pas d'âge minimum pour démarrer et il n'y a pas d'âge maximum pour partir. Je vous rappelle qu'on ne peut plus faire de mise à la retraite automatique avant l'âge de 70 ans, donc 67 ans avec l'accord du salarié et 70 ans sans accord. Donc, le salarié qui a envie de poursuivre son activité, il peut poursuivre son activité. Et là aussi, il faut que l'entreprise joue le jeu de cette retraite progressive. Des points évoqués, c'est le cumul emploi-retraite. Alors là aussi, pourquoi parler de cumul emploi-retraite? Parce que dans le projet de réforme, là aussi, il y a des changements. Alors aujourd'hui, le cumul emploi-retraite, vous avez le droit de cumuler un revenu d'activité à la retraite avec vos retraites, sans limite de revenus. Mais il faut remplir 3 conditions. Cesser son activité, liquider à taux plein et à partir de l'âge d'ouverture de droit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut avoir au moins 62 ans et avoir ses trimestres. Si par exemple, vous partez en carrière longue, vous n'êtes pas en cumul emploi-retraite sans limite. Vous êtes sur un autre texte où là, on a une limite de revenus à ne pas dépasser et on ne peut pas revenir chez son dernier employeur avant 6 mois. Donc, c'est vrai que souvent, il y a une confusion entre le cumul emploi-retraite avec limite et sans limite. Donc, dans le cumul emploi-retraite sans limite, il faut donc cesser son activité, liquider à taux plein et à partir de l'âge d'ouverture de droit et avoir obtenu toutes ses retraites. Quand on fait du cumul emploi-retraite, l'inconvénient, c'est qu'on va cotiser et les cotisations que je vais verser aux caisses de retraite ne seront pas génératrices de droits. D'accord ? Demain, qu'est-ce qui peut changer avec la réforme ? On reste sur un cumul emploi-retraite sans limite, mais la nouveauté, c'est que le retraité, quand il va recotiser, il se régénérera des droits à la retraite. Donc, il pourra se régénérer des trimestres, des points. Alors, attention, on met que cette disposition serait applicable sous réserve d'un délai de carence de 6 mois après la liquidation de la retraite, si on reprend chez le dernier employeur. C'est-à-dire si le salarié part à la retraite le 1er janvier, s'il veut reprendre une activité chez son dernier employeur, il faudra qu'il attende 6 mois. Et quand il va se reconstituer des droits, ce sera une fois dans sa vie de retraité. Parce qu'imaginez, le retraité, il liquide sa retraite, il retravaille, il reliquide sa retraite, il retravaille. Les caisses de retraite ne vont pas faire des recalculs pendant 10 fois.
hein. Donc là, vous voyez, il y aura quand même des limites au cumul emploi-retraite et à la régénération de droit à la retraite. Donc, voilà ce que je voulais exposer avec vous. Donc voilà, on a vu à peu près les thématiques que j'avais prévues. J'espère que je n'ai pas été trop rapide, trop technique, hein, parce que le sujet demeure très technique. Maintenant, si vous avez, donc je vais sélectionner quelques questions, hein, pour justement peut-être mieux préciser des choses que j'ai évoquées. Alors, donc les questions. Donc j'ai Kelly, hein, qui arrive, qui va me préparer les questions. Donc alors, oui. Alors c'est où? Excuse-moi, je ne vois pas, chat privé. Alors, donc là, je regarde vos questions, hein. J'en ai qu'une. Alors, donc une question qui a été posée. Alors, est-ce qu'on peut liquider sa retraite du régime général à une date A et celle du complémentaire à une date plus tard, en fait? Alors, effectivement, vous pouvez liquider votre retraite du régime général et attendre pour liquider votre retraite complémentaire. Mais la question, c'est pourquoi faire, en fait? Parce que ça veut dire que vous allez vivre uniquement avec votre retraite de base. Donc, c'est possible, hein, on n'est jamais obligé de demander ses retraites au même moment. D'ailleurs, quand vous faites vos demandes de retraite, vous savez qu'aujourd'hui, vous pouvez faire une demande de retraite en ligne, tout régime, sur le site de l'assurance retraite. Et d'ailleurs, on vous pose la question, est-ce que vous souhaitez liquider l'ensemble de vos régimes de retraite? Si vous vous répondez oui, l'ensemble des régimes dans lesquels vous avez cotisé liquideront vos droits. Mais après, bon, il faudrait voir effectivement pourquoi ne pas liquider tout en même temps. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Alors, une deuxième question de Sarah. Avez-vous des infos si nous avons des collaborateurs qui ont fait une partie de leur carrière à l'étranger en Europe? Alors, effectivement, alors moi, dans le cadre de mon métier de consultante formatrice, effectivement, moi, j'ai un stage spécifique qui s'appelle la retraite des expatriés. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous avez travaillé à l'étranger, effectivement, s'il y a une convention avec le pays, et sous réserve d'appliquer la convention, on va tenir compte des périodes à l'étranger, donc notamment en Europe, puisque là, on va appliquer le règlement communautaire. Donc, on va aller chercher les trimestres étrangers pour les rajouter, pour éviter une décote sur les régimes français, donc pour avoir ce fameux taux plein. Donc là, il faut faire les démarches. Alors, une petite remarque par rapport à ça. Quand vous irez chercher votre relevé de carrière, si vous avez travaillé à l'étranger, très souvent, les périodes ne seront pas indiquées, puisque c'est la France, donc la CARSAT ou la CNAV, qui interrogera le pays dans lequel vous avez travaillé. Donc, ils vont utiliser des formulaires de liaison pour que vos trimestres apparaissent sur vos relevés de carrière. Et là, je vous conseille de le faire au moins 2 ans avant la liquidation de vos droits. Pourquoi? Parce que le temps que la France envoie l'information au pays, que le pays réponde, là aussi, plus vous aurez d'informations sur le pays, plus ce sera facile de vous retrouver. C'est-à-dire, le mieux, c'est d'avoir l'équivalent soit d'un relevé de carrière du pays, un numéro de sécurité sociale. Et de toute façon, la France ne validera les trimestres que si le pays lui répond. Ce n'est pas elle qui peut valider à la place du pays. Et ensuite, lorsque vous avez travaillé à l'étranger, eh bien, côté français, ça permettra d'améliorer mon taux de pension, d'avoir le taux plein. Et chaque pays paiera sa quote-part. Mais attention, chaque pays paiera sa quote-part en fonction de l'âge d'ouverture de droit dans le pays. D'accord? Donc, si en France, l'âge légal, c'est 62 ou 64,
Eh bien, peut-être que de pays voisins, l'âge légal pour lui, c'est 67 ans. Alors ensuite, une troisième question. Comment seront prises en compte les grossesses des enfants pour le projet, pour les femmes dans le projet? Alors, c'est une très bonne question. Alors, pour les enfants, alors comment je vais vous expliquer ça? Il y a plusieurs points. Les femmes récupèrent des trimestres pour enfants. Donc, si vos enfants sont nés avant 2010, vous allez avoir 4 trimestres pour les avoir mis au monde, plus 4 trimestres pour les avoir élevés entre 0 et 4 ans. Alors, les avoir élevés, ça ne veut pas dire que vous êtes arrêté de travailler, mais il faut juste que vous n'ayez pas abandonné vos enfants avant 4 ans. Donc, vous aurez 8 trimestres par enfant, d'accord, maximum, pour les enfants nés avant 2010. Si les enfants sont nés après 2010, les mères vont avoir 4 trimestres pour les avoir mis au monde, et les 4 trimestres d'éducation peuvent être partagés d'un commun accord entre le père et la mère. Mais attention, vous avez un délai de 6 mois à compter des 4 ans de l'enfant pour partager les trimestres. Donc ça, c'est la première question. Alors, avec le projet de réforme, ça ne change pas. Alors, au niveau du projet de loi, il y a juste eu un truc il y a 2 jours, c'est que là, on nous dit qu'une femme qui aurait eu au moins 2 enfants pourrait avoir une surcote de 5% à partir de l'âge de 63 ans. Alors honnêtement, il faut attendre quand même d'avoir plus d'informations. Donc ça veut dire quoi en clair? Ça veut dire que le fait d'avoir des enfants ne vous permet pas de partir plus tôt. Ça vous permettrait d'avoir un bonus de 5%. Ce que je ne sais pas aujourd'hui, puisque je n'ai pas encore eu le temps, parce que ça c'était hier, c'est de savoir, puisque actuellement, vous savez que quand vous avez eu 3 enfants, vous avez 10%. Mais est-ce que c'est 5%, c'est en plus des 10? J'en sais rien, vous voyez. Donc, voilà. Mais à l'état du projet de réforme, il y a juste un point que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est que pour une carrière longue, une femme ou un homme qui se serait arrêté dans le cadre d'un congé parental et qui aurait eu de l'assurance vieillesse des parents au foyer, validé par la CAF, ces trimestres seraient pris en compte dans le décompte des 172 trimestres. Donc voilà. Alors, donc là, je ne sais pas, parce que justement, j'ai plusieurs fois la même question. Les trimestres supplémentaires pour enfants comptent-ils dans le montant de la retraite ou dans la somme des trimestres? En fait, les trimestres pour enfants, pour faire simple, ils ne comptent que si vous partez à l'âge légal. Ils ne vous permettent pas de partir en carrière longue. C'est-à-dire que si on vous donne 8 trimestres par enfant, si à 62 ans actuellement, vous n'avez pas suffisamment de trimestres, on va les rajouter. Demain, si l'âge légal passe à 64 ans, on les rajoutera de la même façon, mais ça ne vous permettra pas de partir plus tôt. Ce qui avait été effectivement une revendication, mais pour l'instant, ce n'est pas pris en compte. Voilà pour cette question. Alors, autre question. Alors, celle-ci, je n'ai jamais eu comme question. L'employeur peut-il imposer la retraite progressive à son salarié? Alors, moi, je dirais non, parce que une retraite progressive, côté caisse de retraite, c'est que vous percevez le montant d'une pension. D'accord? Vous percevez un pourcentage de votre pension. Côté employeur, c'est une négociation avec l'entreprise. C'est comme si vous me demandiez, est-ce qu'on peut m'imposer de passer à temps partiel? Légalement, non. Donc, non, il ne peut pas vous obliger. Au contraire, c'est souvent l'employeur qui refuse le passage à temps partiel. Après, il faudrait voir là aussi le contexte. Alors, une question de Laura. L'alternance permet-il d'acquérir des trimestres? Alors, en fait, ça, c'est une très bonne remarque. J'ai souvent cette question. Alors, quand on parle d'alternance, en fait, ça dépend du type d'alternance. Quand vous avez des périodes d'apprentissage, par exemple, sur les périodes d'apprentissage, avant 2014, la validation de trimestre est liée au trimestre cotisé. Donc, tout dépend, en fait, sur quelle base vous avez cotisé. Donc, quelquefois,
Un apprenti, pour une année d'apprentissage, il va valider 0, 1, 2, 3 ou 4 trimestres. En fait, c'est qu'il y a un barème de cotisation. Donc, si il n'a pas tous ces trimestres durant son apprentissage, à ce moment-là, il pourra faire un rachat de période d'apprentissage. Donc ça existe effectivement. La bonne nouvelle, c'est que pour les jeunes apprentis, donc je ne sais pas s'il y a des jeunes dans la salle, hein, il n'y a peut-être que des seniors hein, à ce webinaire. Eh bien, pour les apprentis qui ont démarré en 2014, toutes les périodes d'apprentissage sont validées. Et s'il n'y a pas suffisamment de trimestres cotisés, le reste passe en période, on appelle ça une période assimilée. Donc, on va donner des trimestres gratuits pour que l'année d'apprentissage soit validée totalement. Donc, voilà pour la question sur l'alternance. Alors après, c'est vrai qu'il peut y avoir aussi des contrats de qualification. Donc là, on valide, je crois, des trimestres normalement parce qu'on cotise normalement. D'accord? Donc, en fait, c'est vrai, quand on parle d'alternance, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'apprentissage, ça se développe pas mal. Et c'est vrai que la bonne nouvelle, c'est que ces apprentis, aujourd'hui, ils auront des trimestres. C'est pour ça que tout le monde ne commence pas à travailler ou à cotiser à l'âge de 30 ans, heureusement. Alors, Nathalie a une question qui est intéressante, mais qui est assez complexe. Pouvez-vous me donner la différence entre trimestre cotisé et trimestre validé? En fait, pour faire simple, quand vous éditez votre relevé de carrière, vous verrez, il y a deux colonnes. Il y a trimestre cotisé, trimestre validé. Les trimestres cotisés, c'est les trimestres que vous avez acquis en contrepartie de cotisations payées. Donc, ce qui compte pour valider des trimestres au régime général, c'est le salaire que vous avez eu à l'époque. Donc, en fait, la base de validation des trimestres, à chaque fois que vous gagnez 150 fois le SMIC horaire, vous validez un trimestre. Donc, par exemple, en 2023, il faut gagner à peu près 1600, alors j'ai plus en tête le montant exact, 1600 et quelques euros pour valider un trimestre. Donc, ça, c'est des trimestres cotisés. Et dans l'année, vous avez maximum 4 trimestres cotisés. Après, les autres trimestres que vous en avez, il y en a plein. Il y a les trimestres assimilés. Donc, ça peut être du chômage, de la maladie, de la maternité, du service national, ça peut être des trimestres rachetés, ça peut être des majorations de trimestres pour enfants, des majorations de trimestres pour pénibilité. Et c'est pour ça que sur le relevé de carrière, il distingue ce qui est cotisé et ce qui est validé. Pour quand on part à la retraite à l'âge légal, on prend tous les trimestres. Quand on part en carrière longue, c'est là où ça devient complexe parce qu'on ne va retenir qu'une partie des trimestres. Donc, si vous utilisez par exemple le simulateur là, dont je vous ai parlé tout à l'heure, eh bien lui, il va justement vous demander combien vous avez de trimestres cotisés et combien vous avez de trimestres tout régime. Donc voilà. Alors, dernière question, donc ça reprend un peu ce que je viens de dire. Alors, peut-on acheter des trimestres? Alors, en fait, on ne parle pas d'achat, on parle de rachat de trimestres. Si vous allez sur le site de l'assurance retraite tout à l'heure, attendez, je vais vous le remettre. Vous avez un onglet qui s'appelle simulation du coût de rachat d'un trimestre. Donc là, vous verrez la liste des cas de rachat de trimestre. Alors, on peut racheter plein de choses, des années d'études supérieures, des années incomplètes, des périodes d'apprentissage. On peut également racheter des périodes à l'étranger quand on a besoin. Donc, oui, effectivement, on peut racheter des trimestres dans certaines situations. Alors, en ce moment, d'ailleurs, les rachats sont un petit peu bloqués parce que comme on ne sait pas exactement à quel âge on va partir, eh bien, c'est difficile de savoir si on a intérêt ou pas à racheter des trimestres. Donc, voilà pour les rachats de trimestres. Très bien. Écoutez, moi, je vais terminer ce webinaire. Donc, j'espère que vous avez appris des choses, en tout cas, que ça va vous être utile. Soit si vous êtes RH et que vous devez accompagner vos futurs retraités, soit si vous êtes vous-même futur retraité et savoir où vous en êtes. Alors, donc, je répète ce que je disais tout à l'heure. Donc, ce webinaire, il sera disponible d'ici demain avec le diaporama que je vous ai projeté. C'est bon. Kelly, est-ce que tu…
Écoutez, je vous souhaite une excellente fin de journée et puis peut-être que j'aurai l'occasion de vous voir en stage, pour préparer votre liquidation de retraite, soit sur les domaines d'actualité retraite. Bonne fin de journée. Au revoir.